je vais donner la parole aux auditeurs. Il y en a pas beaucoup de questions intéressantes. Ils partent un peu dans tous les sens d'ailleurs. Ça va être passionnant. Mais juste, on parlait de cette transition. On a vraiment le sentiment, je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé de choc de titans, qu'on est en ce moment entre une lutte entre un vieux monde quelque part qui sent qu'il est en train de tomber et l'émergence de plein de choses qui sont de ce registre humaniste. Hein. Je ne sais pas, j'ai donné des idées au passage, cette économie participative, enfin, il y a plein de la pensée de Pierre Rabhi, c'est quand même des pensées qui commencent à vraiment trouver un écho au niveau médiatique, mais entre chacun d'entre nous. On a vraiment l'impression qu'on est dans cette lutte. Et que donc il a déjà donné un peu toutes les pistes de tout ce qui pouvait émerger grâce à sa pensée. Oui, de toute façon, c'est aussi la signification d'une fin de cycle. Hein. Dans une fin de cycle, il y a une résistance des énergies du passé qui veulent même revenir pour certains à la pureté, disent-ils, qu'il y avait à l'origine. Hein, et donc, il peut y avoir même des significations politiques dans ces comportements, hein, alors qu'il y a des personnes qui sont porteuses du flambeau. Et Rudyard disait toujours, quand j'étais allé le voir, et il l'a expliqué dans ses livres, notamment dans un livre qui s'appelle Préparation occulte pour un nouvel âge, précisément. C'est pas un livre d'astrologie à proprement parler, mais où il développe toutes les idées qu'on vient d'émettre et il montre comment elles envahissent subrepticement la conscience ou l'inconscient de l'humanité. Et donc, il me disait toujours, moi je suis a seedman, c'est-à-dire un homme semence. Et il me disait, toi, tu es un apostolic man, comme Jean-François Lay ou comme peut-être Ruperti l'a été aussi. Et l'apostolic man, c'est-à-dire ceux qui vont porter la parole, si vous voulez. Et donc, c'est un peu comme au temps des premiers chrétiens, on est appelé à apporter cette connaissance-là, mais il a fallu du temps pour que la pensée chrétienne se développe dans l'humanité, grandisse, se manifeste et arrive à une certaine transmutation à l'heure actuelle, justement. Donc peut-être le pape actuel, François, est un des moteurs de cette transformation. Alors, j'ai un auditeur, on va peut-être revenir sur d'autres points, qui me pose une question au sujet d'Alice Bailey. Donc, vous avez parlé d'elle au début. Oui. Ils ont travaillé ensemble, c'est ça. Quel était les liens entre Alice Bailey et Rudyard et quels sont... Ils n'ont pas travaillé ensemble à proprement parler. Rudyard disait qu'il était intéressé, ils étaient amis, si vous voulez. Hein, ils étaient amis, ils se connaissaient, ils échangeaient beaucoup entre eux, mais Rudyard était un être très, très indépendant, il forgeait sa pensée par lui-même, mais c'est Alice Bailey, effectivement, qui l'a poussé à écrire le premier livre dont on a parlé, l'astrologie de la personnalité, et c'est elle qui l'a édité, c'est le Lucis Trust, qui est on peut dire l'éditeur des livres d'Alice Bailey, qui a édité la première fois le livre de Rudyard. D'ailleurs, dans l'édition anglaise, on ne le met pas dans l'édition française pour différentes raisons, ça n'a pas été mis, mais le livre est dédicacé à Alice Bailey. Donc, il y a des connexions, il y a des échanges, il y a des interactions entre la pensée de Rudyard et celle d'Alice Bailey, hein, mais on ne peut pas les confondre, quoi. Rudyard n'est pas un disciple d'Alice Bailey ou vice-versa. Hein, l'astrologie de Rudyard est aussi une astrologie de l'âme. Les disciples d'Alice Bailey parlent de l'astrologie ésotérique et on peut dire que tout aussi bien l'astrologie de Rudyard est aussi une astrologie de l'âme et c'est aussi une astrologie ésotérique finalement, mais c'est plus que ça également. Alors dans le registre aussi des grands maîtres et penseurs, j'ai une autre question qui me demande quel est le rapport entre la pensée de Krishnamurti et celle de Rudyard. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... Là encore, pour Alice Bailey, bien sûr, Rudyard connaissait Krishnamurti, il y a des liens parce que, d'une certaine manière, mais la pensée de Rudyard est une pensée
comme celle de Krishnamurti, bien qu'elle se relie à tous les enseignements de l'humanité, dans les différentes spiritualités, il y a disons, un cousinage, il y a un lien spirituel entre ces différents penseurs et ces différents prophètes. Jean-François, vous avez quelque chose à dire? Oui, mais il y a un lien bien évident, je crois, dans l'onde de forme et de pensée qui les Tout à relie, fait. qui est le livre, par exemple, de Krishnamurti qui s'appelle Se libérer du connu. Et je pense que Rudyard aussi, pour rejoindre un peu l'histoire avec Alice Bailey, est un être qui propose, sous-entend, en tout cas susurre à chacun de nous qu'il peut devenir lui-même son propre relationnel, on pourrait dire, avec le maître intérieur. C'est une libération, je pense, très importante qui va se faire durant l'ère du Verseau. Et Krishnamurti s'est sorti lui-même de toute une, on pourrait dire, un formatage, quoi, qui voulait en faire un prophète, enfin un nouveau Christ, quoi, je crois. Et il s'est libéré, dans les années d'éveil, il l'évoque très bien. Et surtout, c'était vraiment quelqu'un qui voulait casser toutes les vieilles branches, entre guillemets, donc, et surtout, avec le temps, justement, ces discussions qu'il a eues avec David Bohm, donc, prix Nobel de physique, qui a été un grand chantre de la physique quantique, donc, et qui montre qu'il faut ouvrir la porte à d'autres dimensions qui sont en nous. Alors dans ce sens-là, je trouve que Rudyard et Krishnamurti participent, quoi, comme des piliers, chacun à leur manière, de l'évocation énergétique, parce que je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas employé, mais qui moi me tient très à cœur dans cette pratique de l'astrologie, c'est le mot énergie, parce que c'est Rudyard, ça transpire dans tous ses livres. En fait, c'est presque la physique quantique à l'état pur, dans l'océan des potentialités qui sont là, dans le fait justement de la dynamique cyclique et qui fait qu'il n'y a plus rien qui est localisable dans le temps et l'espace parce que ça participe du tout. Et là, Krishnamurti, à sa manière, qui casse justement le mental. Voilà. Et puis on pourrait citer le rapport avec Sri Aurobindo aussi et le supramental, donc, qui font partie de, je crois, des choses fondamentales, enfin des liens fondamentaux qu'on peut créer dans les différents types de pensées. On pourrait citer René Guénon, on pourrait citer Gurdjieff, on pourrait citer bien d'autres personnes encore, qui sont tout à fait, alors chacune à leur manière, quoi, promoteurs de cette pensée qui maintenant est en train de faire voler en éclats, même si c'est encore très souterrain, toute une mentalité de localité, quoi, une mentalité de partialité, une mentalité séparatiste, en fait. Voilà. Oui, on peut rajouter aussi à tous les noms que tu viens de citer, Teilhard de Chardin. Ah oui, oui, j'oublie. Oui. Oui, parce que Rudyard fait référence à Sri Aurobindo, mais il fait aussi référence à Teilhard de Chardin. Ah oui, oui. C'est très important ce lien quand il parle de la noosphère, par exemple. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Rudyard a cette universalité d'âme, c'est-à-dire que il a été il a créé sa propre philosophie, mais sans jamais se départir des autres philosophies, de faire des connexions avec d'autres penseurs, tout en suivant son propre chemin et, comme tu le dis très bien, Jean-François, en nous incitant chacun de nous à trouver notre propre dimension d'être dans la profondeur de ce qu'on peut être. Bah, une des choses aussi les plus remarquables, je crois, c'est déjà les premiers liens qu'il établit entre l'Orient et l'Extrême-Orient et puis la pensée occidentale. Déjà avec la musique, donc quand il écrit un livre qui n'est pas très connu, qui est Le Retour de la musique hindoue, donc il va étudier déjà toute une pensée musicale, si je puis dire, une philosophie qui est là, et la relier bien avant l'explosion des rapports donc avec l'Orient et l'Extrême-Orient, et puis surtout à travers le cycle de lunaison, il va quand même faire quelque chose d'extraordinaire qui nous relie complètement à la pensée chinoise traditionnelle et au Yiking surtout, et ça c'est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment fabuleux de voir comment il a trouvé un pont entre, c'est le Tao dans sa splendeur, quoi. On est vraiment, pour moi en tout cas, dans la pratique d'une astrologie qui est une voie véritablement d'expérience très psychologique et très
et très spirituelle, donc du Tao, la voie d'un nouveau juste milieu, si je puis dire. Voilà, qui n'est ni Orient, ni Occident, ni etc., qui est un pont permanent entre les contraires et les extrêmes, etc. Donc là, il faut vraiment un type de pensée spécial. Il a ouvert, je crois, son cœur et son cerveau à cette dimension du tout et de la partie qui est en chacun de nous, et il a su surtout le traduire, et puis ben voilà, il s'aime, et on essaie de continuer dans cette parole, quoi. Donc c'est plus de l'astrologie au sens technique, au sens des recettes de cuisine, c'est vraiment pratiquer un art. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le dire, un art de vivre, un art de mourir aussi, parce que je crois qu'on ne peut pas exclure l'un de l'autre, il faut les inclure, et pour moi, il a écrit aussi, tu connais, le rythme de la totalité. Oui, c'est même son testament, le rythme de la totalité. Ouais. C'est le livre le plus essentiel de la pensée de Rudyard, finalement. Tu peux en parler, peut-être. Le rythme de la totalité. Cet ouvrage, il a été écrit quand, le rythme de la totalité? Oh, il a été écrit dans les années 60, justement, dans cette période-là, hein, mais il reprend tout d'une manière très synthétique tout ce qu'il a pu exprimer auparavant, et c'est là où il parle du soleil en tant qu'âme et de la lune en tant que personnalité, et du fait que dans le cycle de la lunaison, par exemple, eh bien la personnalité doit se mettre au service de l'âme et pas évoluer d'une manière autonome en oubliant qu'il y a une âme quelque part. Bon, c'est le terme qu'il emploie, hein, mais en oubliant, on oublie tous que nous avons en nous quelque chose qui est transcendant. Et le but de l'incarnation, c'est de retrouver cette transcendance, comme on a essayé d'expliquer jusqu'à présent. Et il est vrai que l'astrologie de Rudyard, de ce point de vue, est un outil fabuleux pour comprendre le cheminement de notre conscience au quotidien. J'ai entendu des astrologues qui disaient que, comme Barbeau par exemple, avec lequel j'ai eu beaucoup de discussions autour de la pensée de Rudyard, qui disait que Rudyard n'était pas opérationnel en quelque sorte, du fait que la technique que nous utilisons en astrologie humaniste et transpersonnelle n'a plus rien à voir avec la technique traditionnelle. On n'est pas là pour prédire des événements, on n'est pas là pour constater qu'il y a tel aspect ou tel transit va donner ceci ou cela. On est là pour donner sens à l'aspect, pour donner sens à ce qu'on est en train de vivre, pas simplement pour constater quelque chose. Il y a un divorce, oui, mais pourquoi il y a un divorce, par exemple? Hein, quel est le sens en termes d'évolution de notre vécu, hein, pour aller vers cette conscience? Quel est le sens de l'événement que nous sommes en train de vivre? Et c'est pour ça que, et là je rejoins à nouveau, bien sûr, Jean-François, c'est un mode de vie, l'astrologie de Rudyard. C'est au-delà de la technique. Je dis toujours, moi, dans mes séminaires, c'est pas qu'il faut oublier la technique, elle est là, mais c'est pas la technique qui nous intéresse en tant que telle, c'est ce qui est au-delà de la technique. Ça, c'est important, vous voyez. Si je puis continuer là-dessus, c'est, je crois, une différence fondamentale quand on regarde un thème astral. Donc, que de dire tout de suite avec ce qu'il y a dans le thème astral, voilà, cette personnalité, et ceci et cela, donc, ce qui est pour moi une erreur totale, et de se poser, deuxième attitude, la question de savoir comment est vécu ce thème astral. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est la conscience que l'on a de l'utilisation des symboles qui sont dans le thème. S'il n'y a pas un individu pour les incarner, alors ça n'a aucun sens. Le potentiel est là. C'est comme un piano, si vous voulez. Donc, un piano, c'est un clavier universel. Mais si vous mettez un amateur devant un piano ou vous mettez Rubinstein, ça va vraiment changer du tout au tout. Chacun de nous est un Rubinstein en puissance par le travail de conscience qu'il va faire. Donc, c'est une invitation à un voyage, pour moi, un thème astral. Il est un potentiel parfait de l'univers à un moment donné T, dont nous sommes le témoin en tant que conscience et en tant qu'âme. Et donc, il s'agit de mettre justement notre personnalité donc au service de cette âme, et que notre personne ne soit pas alitée, entre guillemets. Donc par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que on prend le symbole de la Lune qui tourne autour de la Terre, on peut rester enfermé toute sa vie
dans notre petit parti, dans notre petit cocon. Donc rester à tourner dans notre cercle lunaire sans nous apercevoir qu'il y a un soleil qui brille. Et quand on regarde donc cette lune, par exemple, dans le ciel, au lieu de voir évidemment ce petit cocon, on sait que c'est la lumière du soleil qui se reflète là. Donc pour moi, c'est une prise de conscience pour chacun de nous de notre dimension solaire, sans qu'aucune planète soit inférieure à ce soleil. C'est simplement qu'il y a un pouvoir créateur à notre disposition et que chacun de nous va le matérialiser dans sa vie de tous les jours. La lumière du soleil devient la vie sous toutes ces formes-là. Et actuellement, on est dans une crise de conscience, je ne dis pas encore prise de conscience, crise de conscience, d'un changement de regard, et qui va mettre le temps qu'il faudra pour passer, mais il passera, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc, oui. Oui. Ce rythme de tonalité, là, il exprime vraiment cette dimension de l'âme, justement, qui s'incarne en nous. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, on pourrait rappeler une chose qu'on n'a pas tellement abordée jusqu'ici, mais qui est pourtant essentielle aussi dans la pensée de Rudyard, c'est ce que Leila Raël appelle l'astrologie multilevel, c'est-à-dire à différents niveaux. Rudyard a établi à sa manière, les différents niveaux de conscience, et partant du plan biologique, du plan socio-culturel, puis vient le plan socio-culturel, le plan individuel et le plan transpersonnel. On peut resituer tout ce qu'on a dit aussi dans cette perspective-là. Au départ de la vie, nous sommes tous enfermés dans une socioculture. Et donc qui rejoint le fait qu'on ne voit pas le soleil, en quelque sorte. Et parce que cette socioculture, qui est liée à l'idéologie dominante dans laquelle nous sommes, qui est une idéologie matérialiste, ignore complètement cet aspect de nous-mêmes qui est complètement présent en nous et qui demande à se manifester, qui fait qu'on peut être plus grand que ce qu'on est, suivant l'expression de Rudyard que Jean-François a rappelé tout à l'heure. De ce fait, notre processus de conscience, c'est de progressivement sortir de cet enfermement socioculturel pour pouvoir devenir un individu, non plus une personne, comme dit Rudyard. Quand on est dans le plan socioculturel, on est une personne, mais on n'est pas un individu. Et devenir un individu nous permet progressivement, là aussi, à travers les expériences de vie que nous avons et que l'astrologie humaniste peut éclairer, progressivement, en devenant un individu, on devient ce que Rudyard appelle une lentille, lens, il dit, une lentille qui va pouvoir capter cette dimension du transpersonnel, cette lumière du soleil, et il faut être pur pour pouvoir capter cette lumière. Donc si on n'est pas un individu intégré, on ne peut pas vraiment la capter. Hein. Et donc il y a deux aspects dans le transpersonnel. Il y a la phase montante, si on peut dire, l'individu qui monte vers le divin, et puis le divin qui descend vers l'individu, qui traverse l'individu. Et là on rejoint également effectivement la notion de supramental chez Sri Aurobindo. Et là, de tout ce que vous parlez, enfin, j'entends votre échange. Vous avez parlé, Samuel, des rapports entre Jung et Dan Rudyard. Ça me fait penser au processus d'individuation de chez Jung, c'est ça? C'est-à-dire cette transformation? Voilà, c'est relié chez Jung au processus d'individuation, mais Rudyard apporte une notion encore plus vaste, si je puis dire, si on peut se permettre. Il parle, lui, du processus d'individualisation. Oui. Mais bon, c'est des mots, mais ça rejoint effectivement le processus d'individuation de Jung, hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est le premier livre de Rudyard, l'astrologie de la personnalité, hein, qui parle aussi de ce lien entre l'astrologie et la pensée de Jung. Y a-t-il eu des liens entre les deux? Enfin, je veux dire, est-ce que Jung connaissait la pensée de Rudyard pas. Mais par contre, on sait que Jung a touché à l'astrologie, c'est sûr et certain. Oui, il a travaillé avec un mathématicien, Pauli, donc, et puis je ne sais plus si c'est sa fille ou sa petite-fille, c'est sa fille, je crois, qui était astrologue en Suisse. Donc voilà. Mais
Moi, personnellement, je ne sais pas s'il a eu des liens avec Jung. En tout cas, Rudyard connaissait parfaitement l'astrologie, la psychologie donc de Jung, et surtout, il était très ami avec Roberto Assagioli, Oui, donc, j'allais. qui était le père de psychosynthèse. Ouais. Alors là, oui, ils étaient grands amis, hein, je crois. C'était des grands amis. Et d'ailleurs, dans le livre Astrologie et psyché moderne, il analyse bon, le thème de Jung, bien sûr, mais aussi le thème d'Assagioli. Et oui, c'était de très grands amis. Et quand on connaît bien la psychosynthèse d'Assagioli, on voit bien les liens entre l'astrologie de Rudyard et la psychosynthèse aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je voulais simplement rebondir sur Jung, justement, parce que je crois qu'il y a une notion extrêmement importante à l'heure actuelle, vraiment, qui est là dans tous les médias et dans tout ce qui se passe, qui est la notion d'ombre. Vous savez, le chemin d'individuation de Jung. Tout à fait. Ben, ça commence par la persona qu'il faut changer, je ne vais pas le refaire là, l'ombre ensuite qui va nous amener pas à pas à l'animus, l'anima. Et bien là, je crois qu'on est confronté vraiment à aussi bien l'ombre personnelle que l'ombre collective, et c'est, je crois, le chantier initiatique, justement, qui nous fait sortir du socioculturel qui est basé uniquement sur le niveau de sécurité. C'est la sécurité avant toute chose, et le niveau biologique qui est la survie. Donc, eh bien, on passe au niveau individuel, que le monde est en nous, et que nous sommes le monde, et nous ne sommes pas le monde en même temps, que nous devons développer notre différence, notre note sensible, je veux dire, et sans qu'il y ait d'autres cibles que celui, justement, que celle d'atteindre cette lumière intérieure, entre guillemets. Donc, cette dynamique de l'ombre me paraît, mais plus que fondamentale aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut voir qu'il y a des planètes qui sont plus propices à sensibiliser l'ombre, comme Saturne, par exemple, parce que c'est une limite, hein, donc une limite qui crée automatiquement un intérieur et un extérieur, donc il y a une forme de porte à franchir, et puis Pluton peut représenter aussi une ombre plus collective, mais en fait chaque planète peut représenter à sa manière, donc au niveau de l'individualisation, enfin de l'individuation, pour rester dans les termes de Jung, donc une épreuve qui nous fait intégrer justement toute la partie, on va dire, sombre de l'être humain. Et je viens de relire un livre de Carl Manuel Schmitt qui s'appelle La part de l'autre, et qui décrit avec beaucoup de brio, je crois, l'itinéraire d'Hitler, et l'idée de Carl Manuel Schmitt, c'est de nous montrer ce qui serait passé si Hitler avait été reçu à son examen aux Beaux-Arts, donc à Vienne. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'il va inventer un Hitler lumineux et un Hitler, évidemment, que l'on connaît, donc avec toute son ombre. Et à la fin du livre, il raconte comment il a souffert pour écrire ce livre, en disant qu'il était travaillé comme jamais, déchiré intérieurement, par justement l'ombre, et que plus jamais il pourra juger un être humain comme ça, directement, sans prendre conscience que derrière sa lumière, il y a l'ombre et toute l'intégration que ça demande. Ce livre s'appelle bon, d'ailleurs. La part de l'ombre, oui, de l'autre, oui. Ouais. Non, de l'autre, la part de l'autre, et qui travaille sur cette notion d'ombre. Mais bon, on peut trouver ça dans d'autres. Alors là, je trouve qu'on est confronté terriblement dans la problématique politico-économique, sociale, religieuse, là, qui est manifeste avec les grandes marches que Saturne en Sagittaire propose, parce qu'avec le Sagittaire, on marche beaucoup et on démarche aussi beaucoup, et puis avec le retour des guerres de religion, donc qui sont en chacun de nous au même titre qu'elles sont à l'extérieur. Et je crois que c'est ce travail-là, le niveau psychologique, le niveau d'individuation, c'est le moment où on va prendre conscience que les choses, il y a un retournement qui doit se faire sur nous-mêmes. Alors c'est dans ce sens-là aussi que les passeurs, comme la Lune Noire par exemple, parlent aussi de ce retournement, vont jouer un très grand rôle dans les transits et les propositions que le ciel peut nous envoyer, c'est-à-dire la qualité du temps que l'on vit. Alors justement, il y a un auditeur qui nous parle de l'entrée de Saturne en Sagittaire. Oui. Son rapport à l'enseignement. Bien sûr, mais tout est dans la qualité de ce qu'on transmet. Cet enseignement, il peut être vécu à un niveau socioculturel où on ne fait que répéter et surtout rester dans des normes extrêmement balisées, donc et formatées du respect de cette tradition qui est
ni positive ni négative, le propos n'est pas là, mais en tout cas, ça propose aussi sur un niveau individuel de redéfinir ce que l'on comprend. Messages et des messages qui nous sont donnés. C'est-à-dire que tant qu'on est au niveau culturel et social, on répète des schémas déjà là, parce que c'est sécurisant, sécurisé et surtout normatisé. Tandis que quand on passe au niveau individuel, qu'est-ce que je vais moi intérieurement donc digérer de l'enseignement que je reçois et comment je vais le transmettre. C'est-à-dire que c'est comme si vous enseigniez quelque chose que vous ne mettez jamais en pratique vous-même. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça demande un travail intérieur. Mais on ne peut pas enseigner l'astrologie si on n'a pas fait un travail sur soi et si on n'a pas travaillé son propre thème. Travailler le thème des grands êtres humains, c'est formidable. Mais surtout, enfin, en tout cas pour moi, c'est fondamental dans les ateliers que je propose. Il faut un travail sur soi qui est important. Voilà. Ça demande évidemment un autre cadre. Tout à fait. C'est pour ça que en astrologie humaniste, on travaille d'abord sur les thèmes des participants dans les ateliers, dans les séminaires. On essaye de voir comment chacun peut vivre son thème et témoigner de son vécu à travers son thème et inversement. Et effectivement, on ne peut pas enseigner cette astrologie si soi-même on ne se connaît pas suffisamment dans ce cheminement. On est là où on en est, mais on transmet ce partage. On ne peut pas être dans l'enseignement, dans une théorie d'un côté, et puis vivre différemment d'un autre côté, si vous voulez, que ce qu'on enseigne. L'astrologie de Rudyard est une astrologie éminemment pratique, concrète, qui nous permet de faire ce cheminement et qui nous aide à éclairer notre chemin, donc, et de faire ce cheminement vers cette conscience que certains qualifient de supérieure, dans le sens où on l'entend habituellement dans les enseignements, c'est-à-dire dans cette conscience du grand tout qui est en nous et dont nous faisons partie. Nous sommes un des éléments et on retrouve effectivement chez Rudyard de ce point de vue et dans le vécu des notions qu'on retrouve dans le bouddhisme comme par exemple l'impermanence, l'interdépendance. Toutes ces notions sont incluses dans l'enseignement de Rudyard. Et d'ailleurs les transits planétaires sont là pour nous le rappeler. Et là, ça me fait penser aussi à un autre aspect de l'approche de Rudyard, sur lequel on nous reprend souvent, c'est le rôle de Saturne dans le thème. On dit oui, mais on a besoin de Saturne pour se tenir droit. Alors, à chaque niveau de conscience, il y a un Saturne et on peut interpréter d'ailleurs les planètes à chacun de ces niveaux. Il y a le Saturne socio-culturel, le Saturne individuel, le Saturne transpersonnel. Mais il est toujours là. D'une certaine manière. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre, de partager, d'enseigner à la mesure de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire de notre propre vécu. Et justement, par rapport à Saturne Sagittaire là, qui fait référence à, donc, autre niveau, à une confrontation à l'ombre, Rudyard, dans Triptyque astrologique, parle très bien de cette dimension d'ombre que le Sagittaire peut sécréter, qui s'appelle le fanatisme, qui s'appelle l'Inquisition, qui s'appelle les croisades, avec tout ce que ça représente de colonialisme entre guillemets. Donc là, on est confronté à ça. Alors, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on peut pas nier qu'il y a une recrudescence très forte de tout cela, et en même temps, dans le Sagittaire, au niveau bioénergétique, on marche. On marche. Le Sagittaire est un signe de randonnée. C'est les chemins de Compostelle, mais c'est aussi le signe le plus athlétique du zodiaque. Regardez comment ça marche actuellement, et ça va marcher beaucoup. Et Saturne ne va pas arrêter de nous faire travailler. Moi, je rêve, je le dis très souvent dans mes cours, je rêve souvent, mais éveillé, j'entends, d'une marche qui relierait des gens d'Orient à Occident, et qui peut se passer dans les 3 ans qui viennent, par le ras-le-bol qu'il y a avec des institutions qui nous sclérosent de tous bords. Et c'est en train de s'allumer par petits feux. Des milliers de groupes, actuellement, là, maintenant, sont en train de se réunir, peut-être à 5-6 personnes, 10 personnes, et c'est ça qui est cette étincelle fabuleuse qui est en train de... Voilà, ouais. Alors il faut entretenir. Ouais. Dans cet esprit aussi, effectivement, il y a un mouvement qui vient des États-Unis, tout comme toujours, pour l'instant, qui s'appelle les créatifs culturels, qui
qui montre comment chacun de nous, quelle que soit sa position sociale, son implication dans la société, dans le système, comme on pourrait dire, comment chacun de nous est un participant à cette nouvelle conscience suivant les choix de vie qu'il fait au niveau écologique, au niveau de la bio, au niveau de toutes ces choses-là, au niveau du rôle de l'homme et de la femme dans la société, au niveau de l'éducation des enfants. Tout ça est contenu déjà dans Rudyard. Justement, j'ai une autre question qui m'intrigue et j'aimerais bien vous en parler. C'est une question de Russe qui nous demande comment Rudyard voyait le ciel, donc comme une image, une projection ou un miroir de l'homme. Alors, c'est un peu tout ça à la fois. Hein. Oui. Dans la pratique de l'astrologie, un des livres que je recommande à toute personne qui veut débuter dans la pensée astrologique de Rudyard, hein, dans ce petit livre qui s'appelle La pratique de l'astrologie, il explique bien que le ciel est la projection aussi de l'attente de l'homme vis-à-vis de l'humanité, mais inversement, si vous voulez. Hein, donc c'est tout ça à la fois, de mon point de vue. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, complètement, bien sûr, oui. On ne peut pas dire autre chose. Mais je pense qu'il y a une dimension qui est quand même extrêmement importante à travers Rudyard et à travers sa vision du ciel, justement, c'est que quand il interprète, par exemple, le sens des planètes, donc il va tout de suite considérer leur place au niveau astronomique, au niveau donc énergétique. Ça veut dire qu'il y a là, la mathématique est là. Ça, c'est formidable. Et il va donner, par exemple, on en a peu parlé, mais c'est important, une dimension extraordinaire à la découverte d'Uranus, qui est vraiment une sorte d'explosion, justement. Vous pensez bien, les coïncidences sont fâcheuses quand même de découvrir Uranus en 1781, au moment de l'indépendance des États-Unis, au moment du premier voyage en montgolfière, au moment donc de la révolution et des révolutions, pas que françaises d'ailleurs, etc. Et quand on prend ce seul symbole et qu'on regarde la Révolution française par exemple, en 1789, ben, quand on arrive en 1793, il y a un tribunal révolutionnaire et en 1794, il y a l'instauration de la terreur. Donc l'histoire nous enseigne quelque chose qui peut émerger d'une manière extraordinaire et retomber avec les pires terreurs, terre, vous voyez, okay, atterrir et douloureusement. Et là, c'est Rudyard, quand il utilise donc le ciel, il l'utilise pas seulement comme un miroir, mais comme un donneur de sens en permanence. Mais l'ordre des planètes est vraiment fondamental pour le sens. Voilà, il parle, Rudyard dit à ce propos, il dit l'homme, par ce qu'est le ciel, connaît l'ordonnancement de l'univers. Et à partir de là, il connaît l'ordonnancement, il connaît l'ordre. Hein, l'ordre dans le sens évidemment de structure spirituelle. Et donc, de ce fait, il ne perd plus le nord. Il peut se retrouver dans le nord dont tu parlais, c'est-à-dire dans son dharma. Hein, dans son dharma. Ouais, et c'est vrai que il dit quand on étudie une planète, il faut regarder, surtout les dernières planètes, Uranus, Neptune, Pluton, que se passait-il au moment où on a découvert cette planète? Non pas que les planètes induisent ce qui s'est passé, hein, mais qu'elles indiquent que l'heure est venue pour l'humanité d'acquérir telle et telle conscience. Hein. Donc Uranus 1781, avec ce que tu viens de dire, Neptune 1846, hein, avec tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, et puis Pluton 1930. Et à chaque fois, et Chiron en 1977. Hein, et à chaque fois, ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'humanité, ainsi que la position des planètes dans le ciel, nous indique quelle est l'étape que l'humanité devrait franchir à ce moment-là, quels sont les défis à relever et quelles sont les potentialités qui sont présentes, comme par exemple au moment de la Révolution française. Et de la révolution américaine, hein, puisqu'on peut parler de des révolutions qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est quand on lit l'histoire au rythme du cosmos, surtout quand on a fait comme vous Sciences Po, eh ben on se rappelle tout ce qu'on a étudié avec une autre perspective, une perspective tout à fait cosmique, tout à fait extraordinaire.
Alors, justement, on n'a pas beaucoup parlé de Neptune, parce que quand même, la position de Neptune, en ce moment, elle est en poisson, donc elle revient à sa position quasiment. Enfin, elle a été découverte, je crois qu'elle était à fin verso, de mémoire. Oui, oui, pas verso, oui. Donc, on 27e. revient à Neptune poisson. C'est Oui. comme. Qu'est-ce que vous Il y a pourriez. une boucle. Par rapport Et à justement, Bouddha. une boucle est bouclée. Il a fait un tour, il a déjà vu un peu comment l'humanité se comportait par rapport à son défi d'universalisation. Et là maintenant, il prépare un second tour, entre guillemets. Je suis persuadé que l'entrée de Neptune en bélier, qui va se faire en 2025-26, surtout en 26, va être le point de départ, je pense, de grande transition que nous vivons. Nous vivons un pont là extraordinaire. Samuel en a parlé avec le passage à l'ère du Verseau, avec ce cycle Uranus-Pluton qui est dans son carré croissant, et là Neptune qui nous propose donc un pont, le Poisson, justement pour passer d'un vieux monde à un nouveau monde. Alors, je pense que quand vous lisez, mais lisez, il faut vraiment conseiller aux gens de lire Triptyque, et lisez le passage sur Neptune, qui est lui aussi criant de vérité. Il raconte l'atmosphère embrumée. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait en fait, depuis qu'on a découvert Neptune? Au lieu d'utiliser l'énorme potentialité créative qui était développée par Uranus, on est retombé très vite dans la révolution donc matérialiste, industrielle, technologique. Neptune est devenu à ce moment-là le fog dont tu parlais tout à l'heure, le problème du brouillard de pollution qui est là, il est devenu la fumée des usines, il est devenu peut-être la fumée de la drogue sur le plan de l'anesthésie des consciences, sur un certain plan de tous les trafics, des contagions psychiques négatives, mais il est aussi évidemment le porteur d'une conscience universelle qui se développe aussi obligatoirement. Obligatoirement, donc, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs Mark Jones disait que Neptune était l'obligation sociale, c'est-à-dire on est obligé de vivre tous ensemble. Donc, il faut faire avec. Oui, c'est oui. Vas-y. Oui, je veux dire que Neptune, c'est Rudyard dans le rythme de la totalité l'appelle le lion du cosmos, le lion de l'univers. C'est-à-dire que Neptune, c'est la force d'amour qui permet à l'univers de tenir dans ce qu'il est. Alors on le remarque très bien quand on a des transits de Neptune dans notre thème, il y a quelque chose en nous qui se dissout, puisqu'il appelle le grand solvant. Dans l'astrologie de la transformation, il appelle le grand solvant. Il y a quelque chose qui se dissout. On a l'impression de perdre pied, et tout d'un coup, les opportunités ou l'opportunité se révèlent d'ouvrir notre cœur à quelque chose de plus vaste, à nous universaliser. Et dans l'astrologie traditionnelle, par exemple chez Aleister Crowley, je me rappelle, Neptune est très mal vu. C'est une poubelle. Une poubelle, c'est le brouillard, c'est les émotions, enfin, et tout ça. Et puis tout ce que tu viens de rappeler au niveau de la société et tout ça. Mais c'est une mauvaise perception de Neptune. J'avais lu je crois que c'était dans Max Sindel, qu'un carré sur Neptune faisait chez certaines personnes, elles n'arrivaient pas à se connecter à l'aspect terrestre des choses, ce qui est en partie vrai, mais ce qui est aussi en partie faux, parce que les personnes qui ont un carré Mercure-Neptune ont un défi à relever, c'est-à-dire à neptuniser leur conscience quelque part. Alors au départ, si on fonctionne suivant les normes matérialistes dont l'astrologie traditionnelle est le véhicule, finalement, je me permets de dire ça, si on fonctionne suivant ces normes-là, la réussite sociale, le matérialisme, etc. Évidemment, Mercure-Neptune, il va pas pouvoir fonctionner dans ce cadre. Mais s'il s'individue, s'il trouve sa véritable dimension, ça peut être un artiste extraordinaire, par exemple, ou un voyant, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc quand quelqu'un... un voyou, oui. Mais si quelqu'un... oui. Un voyant qui voit pas. Mais si quelqu'un vient avec un aspect de cet ordre-là dans son thème, on va essayer de lui montrer toute la richesse qu'il porte en lui et qu'il peut potentiellement développer s'il fait un certain type de travail, évidemment.
C'est-à-dire un Donc, travail de conscience. un Parce travail que de tous les pôles sont automatiquement ces deux pôles, donc on pourrait dire le lumineux et le sombre sont constamment mêlés, donc c'est encore nous, le Tao. c'est le Donc, Tao. pour, Tao. devons, alors, comme Neptune symbolise des mouvements collectifs extrêmement vastes, puisque bon, il reste 14 ans dans un signe et d'une manière très régulière d'ailleurs, Ouais. et il représente évidemment actuellement toutes les vagues collectives, les nuages collectifs psychiques qui en Poisson vont se traduire aussi bien par les espèces de découragement, d'épuisement, de lassitude, de sentiment de porter vraiment la croix du monde sur ses épaules, la fatalité collective aussi, et puis il va traduire aussi toute cette ouverture vers de nouveaux chemins. Alors là, actuellement, il y a une lutte, il y a un brassage, voilà, et on peut pas le dissocier des autres du tout, quoi. C'est-à-dire que Neptune, là, par exemple, il va y avoir, là, s'installe maintenant le carré décroissant Saturne-Neptune. Donc Saturne en Sagittaire commence un carré décroissant, c'est-à-dire les 3/4 du cycle de ces deux planètes. Donc il faut remonter au début du cycle, comme on l'a fait tout à l'heure, donc avec Uranus-Pluton, c'est-à-dire, eh ben, c'est la chute du mur de Berlin. 1989. Qui avait été, donc, ouais, oui. Qui avait été prédit Raymond Abellio. Hein. Oui. Justement. Et donc, ouais. Oui. Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Oui, je donc, disais que Raymond Abellio avait prédit cette conjonction Saturne-Neptune. Il avait prédit aussi en 53 la fin avec la mort de Staline, la fin de l'Empire soviétique. Oui. Enfin, le début de la guerre froide aussi, très fort. La guerre froide et tout ça. Et donc, quel plus beau symbole que de Neptune, de ce que peut représenter Neptune, que ce que tu viens d'évoquer, la chute du mur de Berlin. Oui, c'est la dissolution, c'est mot à mot, hein, c'est dissolution neptunienne d'un mur Saturne. Sauf qu'on a pu constater que les cycles Saturne-Neptune sont extraordinairement en relation avec les mouvements de l'Union soviétique et de la Russie. Et donc là, ce carré traduit exactement la crise, une crise qui peut prendre une importance énorme, puisque c'est une crise de valeur, c'est une crise de dernier quartier, c'est une crise où justement vont s'affronter des idéologies. Et là, il peut y avoir péril dans la demeure à travers l'Ukraine et tout ça, donc par rapport à ce qui se passe, il y a intérêt à ce qu'il y ait une conscience plus ouverte, ce que propose tout le ciel actuellement. Il faut ouvrir cette conscience. Neptune en Poisson demande à ce que l'humanité commune des hommes se retrouve justement, pour franchir ce cap ensemble. Mais il y a une crise, hein. Il y a une grosse crise. On est en plein dans cette crise, mais Neptune demande à ce qu'il y ait cette interdépendance entre les êtres, que nous sommes tous, quelles que soient nos origines, nos différences et tout, que nous sommes tous des frères, et que Neptune demande à ce qu'on trouve notre humanité commune, ce terme que tu as, on la retrouve, du moins. Enfin, qu'on la retrouve, elle est toujours là, mais il s'agit de la révéler à nouveau. Absolument. Peut-être pour faire un lien, peut-être c'est un peu osé ce que je vais faire, parce qu'il y a une question de Cherville qui nous demande quel type d'influence pourrait avoir l'entrée de Pluton en Verseau en 2024. Donc là, on a Neptune en Poisson. On est dans la transition ère du Verseau, ère du Poisson, ère du Verseau. Pluton arrive en Verseau en 2024. Est-ce qu'il y a aussi une marque de cette transition entre l'ère du Poisson, l'ère du Verseau avec ses positions planétaires? Alors, de toute façon, il faut toujours garder en arrière-plan de tout ce qu'on dit, de tous les autres cycles, le passage du grand cycle de la grande année de 26 000 ans, hein, parce que c'est un grand cycle de 26 000 ans, hein, dont l'ère des Poissons, l'ère du Verseau sont que des années de 2160 ans. Hein, donc, mais c'est la toile de fond. Donc, toute conjonction, tout aspect entre des planètes même très lentes ont leur signification par rapport à cette fin de cycle des Poissons dans laquelle nous nous situons. Donc le rôle de Pluton est d'amener à la conscience, à travers des crises dans un premier temps, d'amener à la conscience cette fameuse ombre dont on parlait, c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qui est caché, tout ce qu'on refoule. Pluton le ramène à la surface et nous oblige à le confronter
ou à l'affronter dans certains cas pour le dépasser et l'intégrer. Hein, c'est un peu l'histoire de l'hydre de Lerne dans les travaux d'Hercule, d'Alice Bailey, hein, où Hercule devait aller tuer l'hydre de Lerne et il est allé, Alice Bailey associée au scorpion parce que c'est un lien avec le scorpion et donc Hercule est allé pour tuer l'hydre de Lerne. Il voulait tuer l'hydre de Lerne avec son épée, il lui coupait la tête, 3 autres têtes repoussaient, etc. Et il s'est rappelé ce que lui avait dit son mentor, comme dit Alice Bailey, et il a dit qu'il fallait qu'il se tourne vers le soleil. Et il a soulevé l'hydre de Lerne et il l'a tourné vers le soleil, donc vers l'âme, et il a sorti de la fange de l'étang, enfin, dans lequel il se trouvait. Eh bien, c'est un peu ça que Pluton nous apporte, c'est-à-dire il nous apporte il nous propose du moins la nécessité de nous confronter à ce que nous ne voulons pas voir en nous et de nous libérer des faux semblants, en quelque sorte. Donc, quand il va arriver en Verseau, dans la perspective de l'ouverture vers l'ère du Verseau, qui est en train de se préciser de plus en plus, eh bien, il va confronter tout ce que le Verseau peut avoir comme ombre pour pouvoir trouver la véritable dimension du Verseau et pouvoir démarrer l'ère du Verseau dans de bonnes conditions. Moi, je rajouterais, pour étayer ce que tu viens de dire, il y a eu déjà un petit, on pourrait dire, l'histoire nous enseigne que Pluton était en Verseau de 1777 à 1790. C'est-à-dire que quand Pluton était en Capricorne, c'est de 1760 à peu près à 1762, 63 à 1777. Donc, c'est la période que nous vivons actuellement. 1777, c'est juste après l'indépendance des États-Unis et c'est surtout toute la période des grandes révolutions qui vont marquer justement la découverte d'Uranus. Uranus se fait quand Pluton est en Verseau. Alors ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on risque, quand Pluton va arriver en Verseau, de voir s'ouvrir un monde sans frontières qui se prépare actuellement par peut-être la chute, ou en tout cas la mutation et la crise très violente des institutions. Saturne, le Capricorne. Donc un monde où il circulerait une énergie qui ne serait plus, alors à un niveau ou à un autre, quel est le degré de conscience pour que cette énergie circule avec soit l'amour, soit évidemment des forces un peu moins sympathiques. Et là, ça va dépendre énormément de ce que nous faisons actuellement avec ce passage en Capricorne, puisque le Verseau va poursuivre ce travail. Ce sont des étapes cycliques. Il va dépendre énormément de notre capacité actuellement à devenir pleinement responsable, c'est-à-dire responsable, ça veut dire être capable d'une réponse, et oui, avoir notre responsabilité. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en astrologie humaniste, on ne peut pas faire des prédictions à long terme en tant que tel, parce que on peut très bien voir ce qui va se passer, par exemple, l'entrée de Pluton dans le Verseau, 2022-2024. Ça, on peut très bien le voir. On peut émettre des hypothèses, comme on est en train de le faire. Mais tout dépend, et ça tu viens de le souligner, tout dépend de ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est si chaque étape dépend de l'étape dans laquelle on est. C'est pour ça que on ne peut pas prédire quoi que ce soit en tant que tel. Dire il va arriver telle et telle chose, c'est la fin du monde, etc. Non, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, ça on en est sûr. Mais c'est le degré de conscience avec lequel on aborde cette mutation, comme tu viens de l'expliquer, qui va faire que ça se passera plus ou moins bien, quoi. Mais moi, je suis un incorrigible optimiste. J'ai foi dans l'humanité et malgré tout ce qui se passe, qui s'explique bien par l'astrologie, tout ce qu'on est en train d'évoquer, toutes ces tensions, j'ai le sentiment que l'humanité ne va pas vraiment vers sa perte, mais elle va vers sa résurrection. Mmh. Qui est un mot très important pour le signe des poissons, d'ailleurs. C'est un mot très important. Rudhyar parlait aussi de délivrance avec ce signe-là, c'est-à-dire cette capacité d'endurer donc des crises et de jamais se décourager. Voilà, le mot-clé du poisson, c'est le courage. Oui, le courage du futur, oui. Mais, ouais. Hein,
C'est avoir le courage de terminer ce qui demande à être terminé Oui, pour commencer quelque chose de nouveau. absolument. C'est le mot-clé, le don de l'esprit du poisson, quoi. Absolument. Le courage. Donc ça veut bien dire que faut se retrousser les manches et puis il faut y aller. C'est pour ça que ce qui s'est passé le 11 janvier hein, résume un peu tout ce qu'on est en train de dire finalement. Il y a eu cette énorme déflagration que nous avons connue et puis en même temps quelque part une réponse que moi je trouve extraordinaire d'un peuple qui s'est révélé à lui-même à nouveau, même s'il y a ici et là des comment dire des commentaires dont il faut tenir compte aussi également, hein, pour pas exclure qui que ce soit. Non, non seulement ça, mais je pense que ça devrait nous faire réfléchir aussi sur notre problème d'ombre aussi. Vraiment. Oui. C'est-à-dire que si on regarde, nous sommes vraiment des êtres humains, alors tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe fait partie de nous, est en nous. Donc il faut savoir quel type de conscience on met en pratique et surtout quel enseignement on peut tirer si on regarde ça comme faisant partie d'un tout et non pas des parties qui s'opposent. C'est-à-dire sortir du rapport de force, c'est-à-dire force contre force, et aller vers, je dirais, une capacité d'intégration. Il y a des forces qui sont en polarité, ça c'est évident, mais elles font partie d'un tout. Quand vous montez un thème astral et que vous avez par exemple une opposition, vous avez une planète de l'autre, si je vis une mentalité séparatiste, je force contre force. Mais dès que je trace un cercle qui les relie, ça forme effectivement une polarité, mais au sein d'un tout. Là, il faut se battre avec, mais pas contre. Et d'abord le travailler en nous pour pouvoir le comprendre à l'extérieur. Je crois qu'on fait toujours cette erreur de prendre le monde extérieur comme étant la réalité. La réalité, elle est à l'intérieur de nous. C'est une des phrases du tibétain, justement, aller de l'irréel au réel dans une méditation. Il y a un lien entre la théosophie et Rudyard, ça c'est évident. Absolument. Mais Rudyard, il a apporté une dimension complètement, je dirais presque, pour moi en tout cas, qui parle à un rock'n'roller. Voilà. Et oui, parce que c'est vraiment accessible là, même si on peut dire que c'est une pensée très philosophique et peut-être un peu, comme tu le signalais au départ, un peu vieillotte, un peu désuète, mais franchement, il a apporté, il a dépoussiéré quelque chose d'extraordinaire pour revenir à lui, puisque tout ce que l'on peut voir et dans notre pratique astrologique a été directement inspiré indirectement ou directement inspiré par ce grand monsieur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, cette notion d'être une partie du tout est quand même essentielle. Que tu parlais de l'opposition. L'opposition peut être une confrontation entre deux énergies qui sont en nous, mais si on le prend dans le sens de la totalité et de la globalité du cycle, c'est une complémentarité, c'est un accomplissement, c'est une réalisation. Absolument, absolument, absolument. C'est une plénitude, une pleine lune. Une pleine lune. Comme une pleine lune peut être une division, si on n'est pas dans la conscience, si on l'est, ben, elle nous apporte cette plénitude et cette illumination de la conscience. Absolument. Et la conscience n'est que l'esprit de totalité en mouvement en chacun de nous. C'est ça. Ça me fait penser que, comme Rudyard a écrit la planétarisation de la conscience, c'est dans cet esprit de totalité, le Verseau, ce sera, à mon avis, ça aussi qui est en train de se mettre en place, c'est la mondialisation, en quelque sorte. C'est-à-dire que les frontières explosent, mais il y a mondialisation du Poisson et il y a mondialisation du Verseau. Comme disait Edgar Morin dans un article à un moment donné, je crois que c'était dans Libération, il disait il y a la mondialisation de Porto Alegre et il y a la mondialisation de Davos. Et puis il y a la mondialisation de chaque individu, si je puis dire. C'est-à-dire une conscience que le monde est en nous. Voilà, ce qui fait que de ce fait, et c'est le but aussi de l'astrologie transpersonnelle, de ce fait, on ne peut plus rester identifié à ce qu'on est au départ, c'est-à-dire à notre
on est ce qu'on est, hein, il ne s'agit pas de le renier, mais on ne peut plus être identifié dans le sens, on est français, d'accord, mais on n'est pas que français, on est européen, on est mondialiste, quoi, on est des citoyens de l'univers, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, et c'est ça que Rudyard rappelle sans arrêt, quoi. Absolument. Ouais. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voudrais, pour un peu conclure tout ça, là, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, et en vous entendant parler, je trouvais que ça répondait pas mal à sa définition, c'est le mot holistique. Donc, oui. Est-ce que c'est un terme quand même qui convient aussi à l'astrologie de Rudyard? Oui, tout à fait. Rudyard a été un des premiers à utiliser ce mot, et en fait, bizarrement, le mot holisme a été créé par Jan Smuts, qui a été un des présidents de l'Afrique du Sud. Rudyard redonne toujours à César ce qui appartient à César, et donc dans les Jan Smuts, c'est le même président de l'Afrique du Sud qui avait reçu Gandhi quand Gandhi était avocat en Afrique du Sud, hein, et donc le mot holisme vient de cette expression-là, et c'est vrai que qu'on le retrouve souvent dans la pensée de Rudyard, mais maintenant c'est un mot qui a fait fortune, si on peut dire, hein, mais la dimension de Rudyard, la pensée de Rudyard est une pensée holistique, c'est-à-dire globale dans le sens où, comme on l'a évoqué jusqu'à présent, elle englobe tous les aspects de l'être humain, que ça soit son ombre, mais que ça soit sa lumière aussi. Et on ne peut pas aborder un thème, on ne peut pas aborder une personne en la réduisant uniquement à ce qu'elle est au départ, comme je disais. Hein, il faut toujours la situer dans cette dimension de globalité qui peut être un synonyme d'holistique, bien que le terme holistique soit encore plus fort, quoi, quelque part. Jean-François ? Oui, non, j'ai rien à rajouter là. C'est vraiment, c'est holistique, là, ce qu'il vient de dire. C'est global, c'est le tout. Mais c'est la magie. Si je rajouterais quelque chose, je dirais que le tout implique automatiquement un centre. Il faut qu'il y ait un tout. C'est-à-dire que nous sommes, comme le symbole du soleil nous le montre, un cercle avec un point. Nous sommes cette dimension permanente d'être un tout en mouvement, entre guillemets, sur cette terre, avec ce centre qui est le centre de conscience, justement, ce centre de focalisation. Parce que le holisme ne peut que s'exprimer à travers une attitude d'être. Donc, un sens du tout. C'est à l'avis de Rudyard. Vous pouvez prendre l'avis d'autres personnes qui ont eu ce sens de globalité, justement. Voilà. C'est un esprit universel qui intègre l'universel, justement. Finalement, Rudyard est un être universel. Quelqu'un disait, je ne sais plus qui, disait c'était le pic de la Mirandole du XXIe siècle, finalement. C'est-à-dire que c'est capable d'englober toutes les facettes de l'humanité. Moi, c'est une chose que j'arrivais pas à faire, mais quand j'étais chez Rudyard, que je le voyais, il s'intéressait énormément à tout ce qui était scientifique, aussi bien ce qui était historique, aussi bien ce qui était littéraire, artistique, bon, ça forcément, puisque c'était lui-même un artiste, mais il n'y avait aucun aspect de la conscience humaine dans la multiplicité qui lui échappait, mais tous ces aspects, il les ramenait à cette dimension holistique, c'est-à-dire dans la globalité. Et c'était fascinant de le voir s'exprimer à travers tous ces différents concepts et cette manière synthétique qu'il avait de tout réunifier dans cette dimension d'universalité. Je pense qu'on peut peut-être maintenant conclure sur ce résumé en tout. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est un peu trop tard maintenant, mais c'est vrai qu'aussi toute l'évolution de la science moderne amène à des barrières qui commencent à tomber et qui vont aussi sur ces notions de multi-univers, tout ça. On pourrait être amené à cette pensée, mais on n'a malheureusement plus le temps. Vous souhaitiez conclure sur quelque chose, Jean-François, Samuel, avant que
on rende l'antenne. Ah, oui, c'est de revenir encore une fois à cet esprit d'universalité qui était celui de Rudyard. Et c'est vrai que parfois je lis des articles où je suis à l'affût de ce qui de ce qui émerge ici et là, et je me dis tiens, si Rudyard était encore là, mais il l'est quelque part, je l'aurais vu, j'aurais vu ses yeux pétiller parce que ça allait dans le sens de ses prophéties. Et là, on parlait des sciences, notamment de la science quantique, qui va complètement dans cet esprit d'universalisation dont on a parlé. Alors, Jean-François, si tu veux aussi apporter. Oui, eh ben, oui, bien sûr. Ouais. Je dirais simplement que on ne peut qu'inciter à travers nos paroles à tous les gens qui sont amoureux de cette dimension de conscience, justement, de pratiquer une astrologie. Pas simplement de la rencontrer comme ça, mais s'ils peuvent la pratiquer vraiment parce que c'est un outil pas seulement de conscience, mais c'est vraiment une voie spirituelle. Et je crois que là, pour moi, un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire à Rudyard, c'est justement de savoir utiliser et manier sa langue, parce qu'il a éveillé des choses, et cet éveil, il est en chacun de nous, en fait. Donc on a tous un peu un Rudyard quelque part en nous. En tout cas, je trouve c'est très sympathique de faire un hommage à cet homme-là. Merci. Je crois qu'on peut terminer sur ces paroles et j'espère qu'on a intéressé nos auditeurs et surtout leur donner envie de relire ces grands livres. Voilà. Merci Samuel, merci Jean-François pour merci à vous. votre échange. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.